Puisqu'on respecte la distanciation physique, j'ai bien dit physique plutôt que sociale, je me permets d'enlever mon masque pour être plus audible. Le but de cette conférence, comment avancer en âge en autonomie, vise à faire en sorte que l'ensemble de la population identifie bien les différentes clés qui lui permettront d'avancer en âge de manière optimale, c'est-à-dire sans rencontrer tous les aléas qui sont des risques de perdre l'autonomie. Alors qu'est-ce que l'autonomie ? C'est l'autonomie là dans le sens à la fois de l'autonomie que tout individu doit pouvoir posséder pour procéder à ses libres choix, prendre ses décisions, mais c'est également l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire être capable le plus longtemps possible d'assurer finalement les actes, ce qu'on appelle les actes de la vie quotidienne les plus élémentaires, pouvoir se déplacer seul, pouvoir s'alimenter normalement, je vais y revenir, pouvoir s'habiller, faire sa toilette, enfin c'est ces actes dits élémentaires. Alors on parle plutôt d'avancée en âge que de vieillissement, parce que le terme de vieillissement, finalement, c'est un processus biologique auquel tous les êtres vivants sont soumis. Mais en fait, il faut comprendre qu'on peut avancer en âge de 3 grandes manières. C'est très schématique, mais c'est important à comprendre. On sait qu'un grand nombre de personnes peuvent atteindre des âges très avancés en gardant pratiquement leur capacité fonctionnelle, donc sans dépendre des autres. Et ça représente un pourcentage qui peut atteindre 20-25% des personnes à des âges très avancés. Donc ça représente finalement ce qu'on pourrait appeler le vieillissement ou l'avance en âge réussi. Et ça montre surtout qu'on est dans le champ des possibles. Malheureusement, il y a un certain nombre de personnes qui, parce qu'elles rencontrent au cours de leur trajectoire de vie là où les maladies vont, parce qu'ils sont atteints de ces maladies, ce qu'on appelle les maladies chroniques, et qui vont générer de la perte de fonction, eh bien ces personnes sont à risque de perdre leur autonomie, non pas parce qu'elles sont âgées, mais parce qu'elles ont contracté ces maladies. Puis entre ces deux modalités, il y a entre les deux ces personnes qui n'ont pas ces maladies, mais qui pour autant perçoivent finalement qu'ils sont moins performants qu'ils n'ont été. Donc ils perçoivent un changement physique, psychique, un changement dans le fait qu'ils se sentent moins capables d'accomplir certaines tâches. Et là, on parle de vulnérabilité ou de fragilité, et il est important, et je vais y revenir, d'identifier les premiers stigmates, les premières manifestations qui montrent que finalement vous passez d'une trajectoire idéale à une trajectoire finalement qui est un peu différente, et c'est là où il faut agir pour prévenir. Alors quels sont les moyens, les clés finalement pour se donner toutes ces chances-là ? Je vais les résumer en quatre grands chapitres. Le premier chapitre, c'est d'abord de ne pas banaliser tout changement. Dès lors qu'on perçoit un changement, on se sent moins performant pour se déplacer, on constate que la vitesse de marche est plus lente, c'est un très bon paramètre, ou alors on se sent en difficulté pour accomplir des tâches intellectuelles. Eh bien, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas attribuer cela à l'âge, mais consulter son médecin et se poser la question de savoir si on n'est pas en train de débuter une maladie, finalement, à son tout début. Et à ce sujet-là, il faut bien mettre l'accent sur ce qu'on appelle les facteurs de risque médicaux. C'est-à-dire, on sait qu'un grand nombre de facteurs de risque peuvent être traités. Je vais les citer rapidement, l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes liés à l'excès de lipides. Tous ces facteurs de risque-là sont des facteurs facilement identifiables et surtout vis-à-vis desquels on a des traitements aujourd'hui. Donc il faut véritablement, se confier à son médecin, faire en sorte de contrôler au mieux ces facteurs-là. Parce qu'on sait que ces facteurs-là, qu'on peut contracter à partir de 50 ans, dans cette période 50-60 ans, sont des facteurs dont les effets délétères, les méfaits, vont survenir 15-20 ans plus tard. Si on traite ces facteurs-là à l'âge de 50-60 ans, quand on les identifie, on va au moins différer l'apparition de la maladie, si ce n'est l'éviter. Donc c'est très important. Deuxième message, dans les clés, il y a une chose très simple. C'est un adage qui dit « la fonction crée l'organe ».
Si un organe n'est plus stimulé, il va vieillir plus vite. Bon, c'est le cas du muscle. Hein. Ce paradigme-là, vous pouvez l'appliquer à l'ensemble des organes, et je dirais même à l'ensemble de la personne. Une personne qui n'est plus en contact avec les autres va finalement vieillir plus vite. Elle est désocialisée, elle n'a plus les relations de stimulation. Et donc c'est là en quoi il faut bien mettre l'accent sur ce qui fait le lien entre la personne et son environnement. Déjà les proches, mais surtout ce qui nous permet de communiquer avec l'environnement. Donc il ne faut pas banaliser la perte d'audition, il ne faut pas banaliser la perte de vision, il faut là aussi consulter. Il faut ensuite mettre l'accent sur un moyen qui est vraiment le moyen le plus universel, dont on sait qu'il permet de maintenir le plus longtemps les fonctions, je dis bien c'est l'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée au sens personnalisé à chaque individu en fonction de ses possibilités. On sait que c'est un moyen efficace pour lutter contre la perte musculaire, donc les chutes, la perte osseuse, donc les fractures, les troubles de la mémoire, la dépression. Ça améliore la fonction du cœur, des poumons, ça améliore l'estime de soi. Autrement dit, c'est le traitement miracle en fait. Il n'y a pas de médicament qui peut prétendre avoir autant de bienfaits. Donc il faut s'adonner à une activité physique en fonction de ses capacités, ne serait-ce qu'une marche soutenue, chacun son programme. Quand je parle de l'activité physique adaptée, évidemment, elle rentre encore plus dans son cœur d'action si elle est accomplie en groupe, hein, puisque ça permet de jouer sur les deux composantes, hein, le lien social et l'activité physique. Troisième clé, c'est l'alimentation. On ne peut pas faire fonctionner la machine sans énergie. Donc l'activité physique, oui, mais à condition d'avoir l'apport énergétique qui le permet. L'alimentation est essentielle. On estime aujourd'hui que 5 à 10% des personnes à domicile qui ont plus de 65 ans sont dénutries. Et évidemment, ces personnes vont être à risque majoré de développer beaucoup de complications. Donc, il faut veiller à une alimentation qui apporte la quantité d'énergie quotidienne normale. Il y a un chiffre à retenir, c'est 30. Vous prenez votre poids, vous multipliez par 30 kilocalories par kilo de poids. C'est ce qu'on doit apporter à la machine pour qu'elle puisse fonctionner normalement en l'absence d'activité physique. Et si vous faites de l'activité physique, eh bien, il faudra apporter un peu plus. C'est essentiel. Et puis, surtout, c'est le plaisir de se restaurer. Donc, ça fait le lien avec le lien social. C'est essentiel. Le lien social, c'est un point majeur. On insiste beaucoup aujourd'hui sur les effets délétères de l'isolement. Les personnes isolées, elles sont nombreuses, sont à risque multiple. D'abord, elles sont à risque majoré de développer certaines maladies. L'hypertension, les conséquences de l'hypertension, la dépression et tout ce qui est autour. Et donc, ces personnes, n'étant pas dans l'écosystème, on peut ne pas les avoir identifiées comme étant des personnes à risque. Donc, il faut aller vers ces personnes. C'est-à-dire qu'il faut que tous les proches, les voisins, les collectivités les identifient. On a vécu la canicule en 2003, on en a vu les conséquences. Et là, avec la crise sanitaire en cours, la Covid, le risque est grand que ces personnes isolées n'en subissent a fortiori plus ses conséquences, puisqu'on ne les a pas identifiées comme des personnes vulnérables. Or, elles sont doublement vulnérables, je dirais, parce qu'elles sont en dehors du système et parce qu'elles sont, en tant qu'isolées, comme je l'ai dit, vulnérables au plan santé. Donc il est important, capital, d'aller vers une démarche citoyenne qui s'intéresse aux personnes isolées pour leur permettre de bénéficier de toutes les actions qu'on doit mettre en œuvre et dont on sait qu'elles sont efficaces pour que ces personnes isolées ne restent pas isolées. C'est un enjeu de société, on le voit d'ailleurs à travers cette crise actuelle, puisque, pas besoin d'insister, le fait que plus de la moitié des personnes décédées sont des personnes très âgées, c'est à la fois parce qu'elles sont plus à risque de formes graves. Au passage, les mesures barrières, quand même, ont porté leurs effets pour la phase en cours. En tout cas, espérons que ça se pérennise. Et sur ce point, j'insiste sur l'importance des mesures barrières, à la fois pour les personnes qui sont à domicile, mais aussi pour les personnes en institution, en EHPAD en particulier, ou dans les établissements pour handicap. Et j'insiste aussi, c'est la période proche de la vaccination, il est impératif que toutes ces personnes puissent être vaccinées contre la grippe, mais aussi que les professionnels qui sont proches
soient vaccinés pour éviter de transmettre le virus de la grippe en plus. La vaccination est une mesure barrière dans ce cas, puisqu'elle évite la transmission du virus d'un professionnel vers la personne, a fortiori vulnérable par l'âge qu'elle présente et surtout les maladies multiples qu'elle présente. Ces différentes clés, elles doivent être accessibles à tous pour éviter d'aggraver les inégalités sociales. Et si on insiste sur l'identification et le aller vers les personnes isolées, c'est justement pour éviter que ces personnes qui finalement ont le plus besoin ne soient pas en dehors de ces réponses. Je dirais de phrases très simples, la santé c'est l'autre et le aller vers. Quand on dit aujourd'hui que l'espérance de vie augmente, on parle de l'espérance de vie globale. Quand on parle d'espérance de vie globale, on parle de quantité de vie vécue en moyenne. Mais ce qu'il faut regarder à l'intérieur, c'est l'espérance de vie en santé, en bonne santé. Globalement, il y a deux parties dans l'espérance de vie globale. Il y a la partie de vie vécue en bonne santé, puis il y a la deuxième partie, vécue sous l'emprise des maladies chroniques et de leurs conséquences, et notamment de la perte d'autonomie, de la dépendance qui en résulte. Aujourd'hui, on constate sur les indicateurs qu'on gagnait tous les ans en espérance de vie en santé, ce qui était bien, puisque ça permettait de dire qu'on réduisait la période de vie en mauvaise santé. Cette tendance est en train de ne pas se confirmer dans les dernières années, et donc il y a un risque qu'effectivement on n'atteigne pas cet objectif-là. Or, l'objectif qu'on doit porter, c'est pas tant d'augmenter l'espérance de vie globale en années de vie, c'est d'augmenter l'espérance de vie en années de vie en santé. On peut estimer aujourd'hui que si tout individu avançait en âge de manière identique, ce qui est faux, eh bien, il y a entre 10 et 15 ans de vie vécue sous l'emprise des conséquences des maladies chroniques. Donc le but, c'est de réduire cette période de vie-là, c'est pas d'augmenter l'espérance de vie en mauvaise santé. Donc il faut qu'on arrive à comprimer cette période de 10 à 15 ans. Ça, c'est le beau pari, on va dire, sociétal.